Hello! J'ai pensé vous proposer une nouvelle série de vidéos pour tout ce qui va concerner le désir de grossesse. Connaître quel est le meilleur moment pour concevoir, reconnaître les premiers signes de grossesse, comment savoir qu'on est enceinte, tout ce qu'il faut mettre en place avant la grossesse, etc., etc. Donc si ce sont des thématiques qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner. On va parler aujourd'hui de toutes les choses importantes à connaître avant une grossesse. Pour bien la préparer, les choses essentielles à connaître pour qu'elle se passe au mieux, pour qu'elle se fasse de façon plus sereine, pour mieux la vivre et aussi pour maximiser les chances d'obtenir une grossesse. Et ça va être aussi des conseils qui vont être tout à fait valables pour les premiers mois de votre grossesse. On attaque tout de suite avec le premier point, les supplémentations. La première chose très importante qui est assez universellement reconnue, c'est la supplémentation en vitamine B9. On parle aussi d'acide folique, on parle aussi de folate. C'est quelque chose qui est prouvé et qui va permettre que le développement neurologique du fœtus se passe au mieux. Ça pourrait aussi permettre de diminuer le risque de retard de croissance intra-utérin et ça, croyez-moi, ce sera beaucoup de stress d'éviter. Et ça va être d'autant plus efficace que cette supplémentation aura lieu en amont, avant la conception. On conseille généralement de la commencer 3 mois avant la conception. Je vais vous donner la dose parce que je sais que vous aimez les choses précises. On préconise 0,4 mg. Ça équivaut, parce qu'on voit aussi cette posologie passer, à 400 microgrammes. Vous pouvez tout à fait demander une ordonnance à votre médecin. En France, elle est remboursée par la sécurité sociale. Et pour celles qui se posent la question, parce que je sais c'est une question qui m'est souvent posée en consultation, donc je le rappelle, je sais que certains le savent déjà, mais je suis des femmes enceintes et des nourrissons, donc je suis médecin. Je suis des femmes enceintes et des nourrissons depuis plus de 10 ans et j'ai 3 enfants. Donc la question classique, combien de temps on le continue? Ben ça, il n'y a pas de règle, il y a plusieurs écoles. Moi, personnellement, je préconise de le continuer jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée. J'insiste sur ce point-là parce que c'est un point qui va être vraiment essentiel pour le développement de bébé. Et il y a encore une étude récente qui a montré que finalement, une minorité de femmes commençait cette supplémentation avant la grossesse. Donc voilà, le but c'est d'en parler le plus possible, que ce soit le plus connu possible. Ensuite, je vais largement vous recommander une supplémentation en fer. Alors là, ça va dépendre aussi des écoles, mais c'est vrai qu'on constate tout au long de la grossesse une chute assez vertigineuse du taux de fer et du taux de globules rouges. Et le souci qui peut accompagner tout ça, c'est d'être épuisé, c'est d'être essoufflé. Vu qu'on a déjà plein d'autres raisons d'être fatigué pendant sa grossesse, on va essayer de ne pas en rajouter. Donc ce que vous pouvez faire, si vous savez que vous avez tendance aux règles abondantes ou aux règles qui durent longtemps ou au cycle court, ça veut dire des règles qui reviennent très souvent, c'est de doser votre fer et de ne pas attendre de faire des recharges le plus tôt possible. Ce sera toujours ça de gagner pour plus tard. La petite astuce que je donne à mes patientes en consultation pour tout ce qui concerne le fer, c'est que le fer, il faut éviter de le prendre avec du thé parce que ça empêche l'absorption. Et aussi, le souci qui peut concerner le fer, c'est que ça peut être compliqué à tolérer sur le plan digestif. En gros, ça peut être compliqué à digérer. Alors, si c'est votre cas, surtout n'abandonnez pas, c'est vraiment très important. Il faut juste diminuer les doses et souvent ça se passe mieux. Alors, le conseil encore une fois que je donnais et qui a aidé beaucoup de patientes, j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça, c'est que même si les petites doses à 50 mg étaient toujours pas bien tolérées, on passait au sirop. Et franchement, ça a été miraculeux pour beaucoup de patientes qui avaient toujours eu du mal avec le fer et qui avaient toujours fait avec. Pour tous ces sujets-là, je vais vraiment vous conseiller d'éviter de prendre des compléments alimentaires par vous-même parce que certains peuvent ne pas être adaptés ou certains peuvent être trop dosés. Donc voilà, en parler à son médecin ou à son pharmacien. Point suivant qui va aussi vous épargner beaucoup de stress aux patientes comme aux praticiens, c'est que je vais vous recommander de doser, de faire une prise de sang pour déterminer votre statut vis-à-vis de la toxoplasmose et aussi, c'est moins souvent le cas, par rapport à la rubéole. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire de vérifier avant la grossesse si vous êtes immunisé vis-à-vis donc de la toxoplasmose et de la rubéole. Pourquoi? Parce que c'est des maladies qui peuvent être graves si on les attrape pendant la grossesse. Et le souci, si on détecte une infection récente en tout début de grossesse, on ne va pas savoir si elle remonte à avant la grossesse ou si ça s'est passé pendant la grossesse. Donc si on est en possession d'un bilan qui a été fait avant la grossesse et qui montrait déjà une infection, toxoplasmose ou rubéole, on est soulagé, c'est beaucoup plus simple.
Alors, je vous rassure, il y a aussi des solutions si on ne dispose pas de ce bilan, mais c'est quand même plus simple si on voit que c'était déjà le cas avant la grossesse. Ensuite, on pense à vérifier ses vaccins avec son médecin. J'attire particulièrement votre attention sur tout ce qui va concerner la varicelle et encore une fois la rubéole, parce que ce sont des vaccins qu'on ne pourra pas faire pendant la grossesse et ce serait embêtant d'attraper ces maladies-là pendant la grossesse, parce qu'encore une fois, ça peut être dangereux pour bébé. Et donc, ça va être le moment de vérifier tout ça, et ça va être fortement recommandé de vous vacciner avant la grossesse si vous n'êtes pas immunisé. Ça va vous économiser 9 mois de stress à éviter des enfants potentiellement infectés par ces maladies-là. Et c'est très fréquent. Ensuite, ça va être aussi le moment de vérifier ses traitements, parce que certains traitements ne vont pas être compatibles avec la grossesse. Là, je vais particulièrement attirer votre attention sur tout ce qui va être Nurofen, Ibuprofène et les anti-inflammatoires d'une manière générale, parce que c'est assez fréquent en consultation de croiser des patientes qui sont migraineuses et qui ont l'habitude d'en prendre occasionnellement pour soulager les douleurs. Là, pendant la grossesse, Et j'attire aussi votre attention sur les pommades ou les gels à appliquer en cas de douleur, en cas de choc, parce que là aussi, certains peuvent contenir des anti-inflammatoires et même par voie locale, c'est aussi contre-indiqué. Ça, c'est un grand classique, elles sont étonnées de l'apprendre. Et j'attire aussi votre attention sur tout ce qui va être huiles essentielles. C'est un grand classique, mais on n'y pense pas toujours. Et donc là, ça va être la transition parfaite pour tout ce qui va concerner perturbateurs endocriniens. Ça va être embêtant pour deux choses. Premièrement, ça peut diminuer votre fertilité et deuxièmement, ça peut perturber le bon développement du fœtus. Alors, un perturbateur endocrinien, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une substance qui va perturber la production de certaines hormones. Et ça, c'est embêtant parce que pour le bon fonctionnement du système reproducteur, il faut que cette mécanique marche bien. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui vienne perturber tout ça. Et donc, on l'a dit, ça peut être aussi dangereux pour le fœtus. Comme d'habitude, je vais essayer d'être précise et de vous donner les notions les plus importantes pour que vous puissiez gérer par vous-même. Mais les grands classiques, ça va être les parabènes, qui peuvent être contenus dans certains produits de soins, le fameux bisphénol A dans certains plastiques, les phtalates également dans certains plastiques. Il faut faire également attention aux pesticides. J'attire votre attention sur les anti-moustiques, on n'y pense pas forcément. Certains déodorants, certains dentifrices peuvent aussi être concernés. Et autre chose, parce que ça je trouve qu'on n'en entend jamais parler, le soja peut également comporter des perturbateurs endocriniens. Je trouve que ça on n'en parle vraiment pas assez. Point suivant, on va aborder quelque chose qui m'a concernée personnellement. Je passe mon temps à aborder ce point en consultation et je n'y avais pas pensé pour moi. Ça va être tout ce qui va concerner les risques d'intoxication au plomb. Alors ce genre de choses, on en croise encore en consultation au cabinet. Ça va concerner les habitations qui datent d'avant 1948-1950. Il faudra vérifier que vos canalisations ne sont pas en plomb parce que ça peut être dangereux pour les femmes enceintes. On avait déménagé juste avant ma 3e grossesse dans un appartement ancien, haussmannien. J'étais très contente et j'avais oublié ce petit détail. Et j'ai dû mettre bien 5 mois à m'en rendre compte. Et en plus, je trouve que c'est un sujet qui est rarement abordé lors des suivis de grossesse, alors que pour les suivis en pédiatrie, ça fait partie des questions classiques qu'on pose et qu'on retrouve dans le carnet de santé. Ensuite, on va avoir tout ce qui classiquement concerne l'alimentation et l'activité physique. Alors, j'aurais tendance à pas trop minimiser ce point-là, parce que certes, on en entend beaucoup parler, mais on n'explique pas trop pourquoi. Déjà, parce qu'avec des mauvaises habitudes alimentaires, avec une alimentation qui va être très déséquilibrée, ça peut diminuer la fertilité. En plus, pour certaines vitamines, certains oligo-éléments, ça va mettre du temps pour refaire ces recharges. Donc, l'idée est de rééquilibrer son alimentation 3 à 4 mois avant un projet de grossesse pour être dans la configuration optimale. Et même chose pour tout ce qui va concerner tabac, alcool, on prépare le terrain pour que ça se passe au mieux. Et là, le point d'attention, ça va être de penser au tabagisme passif et de sensibiliser l'entourage sur ces questions-là. Alors, j'ai essayé de faire simple, j'ai abordé les points les plus importants. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt. Bye!